À des centaines de kilomètres de toute ville, au cœur d'un avant-poste avancé enfoui dans les étendues de sable, une femme solitaire se déplace dans un vaste hangar, le bruit de ses pas absorbé par le sol en béton. Les néons fatigués projettent une lumière irrégulière sur le fuselage sombre d'un hélicoptère de combat A-64 Corsair dont le canon rotatif de 30 mm attend d'être entretenu. Elle s'installe près de l'arme, relève ses manches et baisse les yeux, entièrement absorbée par son travail. Chaque geste est précis, mesuré, presque cérémonial. Pour la plupart des militaires présents sur la base, elle n'est rien de plus qu'un rouage anonyme. Un visage qu'on croise sans jamais le retenir. La technicienne de l'armurerie, silencieuse, effacée, invisible, jusqu'à ce que tout change. Un pilote décoré entre précipitamment, pressé de récupérer son casque avant un briefing d'état-major. Il ne lui prête pas la moindre attention, jusqu'à ce que son regard accroche un détail. Sur la manche retroussée de la femme, un écusson noir et or aux broderies complexes, usé par le temps. Un symbole rare, classifié. L'expression du pilote se fige. Son indifférence se transforme en une stupeur mêlée d'incrédulité. Le murmure se propage comme une traînée de poudre. Des officiers supérieurs apparaissent dans le hangar. Certains vétérans s'écartent instinctivement, d'autres se mettent au garde-à-vous, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle pourtant ne réagit pas. Elle continue de nettoyer l'arme, comme si rien d'autre n'existait. L'aube se lève sur l'avant-poste sentinelle. L'air glacé du désert, encore chargé de la fraîcheur nocturne, pénètre par les grandes portes du hangar. La technicienne spécialisée, Elara Veran, pénètre dans le bâtiment avec la même précision qu'un métronome. Comme toujours, elle est la première sur place. Face à elle, l'imposant Corsair occupe presque tout l'espace. Son canon M230 semble attendre ses mains expertes. Tandis que la base reste plongée dans le sommeil, Elara prépare ses outils. Elle entame le démontage du système d'armement, pièce après pièce. Ses mains se déplacent avec l'assurance de celles qui ont répété ces gestes des centaines de fois. Ses yeux, eux, ne cessent de jeter de rapides coups d'œil vers l'entrée du hangar. Toujours attentive, toujours sur le qui-vive. Les premiers éclats de voix brisent la quiétude. Le soleil pénètre par les hautes fenêtres, illuminant des millions de particules de poussière en suspension. Un groupe de jeunes mécaniciens entre en riant, échangeant des blagues sur les événements de la veille. L'un d'eux aperçoit Elara et lance avec un salut exagéré « Bonjour, général balai à poussière !» Les autres éclatent de rire. Elle ne réagit pas. Pas un mot, pas un regard. Ses gestes restent de fluides, imperturbables. En tendant la main vers un outil spécifique, sa manche glisse légèrement, dévoilant une cicatrice fine à son poignet. Une marque qui ne vient clairement pas d'un accident d'atelier. Cela fait près de 7 mois qu'Elara est affectée à Sentinelle. Avant cela, elle était 5 mois sur l'avant-poste Falcon, et encore avant, à la base unifiée de Darrowfield. Toujours dans l'ombre, toujours dans des rôles de soutien. L'endroit parfait pour se rendre invisible. Un groupe de pilotes traverse le hangar en route pour leur salle de briefing. Aucun ne salue la technicienne. Elle fait partie du décor, au même titre que les panneaux d'avertissement ou les boîtes à outils. Plus tard, au réfectoire, elle mange seule. Un sergent s'installe à sa table, puis, en l'apercevant, se lève aussitôt pour aller ailleurs. Elle avale machinalement sa ration, ses yeux balayant sans cesse la pièce, captant chaque mouvement, chaque murmure. Dans l'après-midi, au dépôt de fourniture, elle tend un formulaire au guichet. Un lieutenant arrive et coupe sa phrase, s'adressant directement au magasinier pour obtenir son propre matériel. Le soldat s'exécute aussitôt, laissant Elara debout, le formulaire toujours à la main, comme si elle n'existait pas. Elle regagne le hangar. Le capitaine Ryan Callen, responsable des opérations, arrive avec un tableau de service à la main. Jeune pour son grade, avec l'arrogance de ceux qui cherchent encore à prouver leur valeur, il lâche « Veran, cet appareil doit être prêt pour 14 heures, ordre du colonel, et essayez de ne pas vous louper cette fois. » Elle n'a jamais commis la moindre erreur, mais Callen ne s'attarde pas. Il s'éloigne déjà, et Lara retourne à son travail. La chaleur monte, elle retrousse encore ses manches. Sur son bras, partiellement dissimulé, l'écusson noir et or. Habituellement, elle veille à le garder couvert. Mais sous ce soleil, la précaution devient difficile. Le hangar s'anime rapidement à mesure que la matinée avance. Les pilotes se préparent pour leur mission. Les mécaniciens s'affairent autour des appareils. Le vacarme des outils, des chariots et des voix se mélange en une cacophonie militaire bien rodée.
Pourtant, au milieu de cette agitation, Elara reste concentrée sur le canon du corsaire, comme si le reste du monde n'existait pas. La porte latérale s'ouvre brusquement. Le major K.L. Branner entre, visiblement en retard pour un briefing. Grand, charismatique, bardé de décorations et de patchs, de missions spéciales, il avance avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais à réclamer le respect. En passant près d'Elara, son regard accroche quelque chose, il s'arrête net. Ses yeux se fixent sur le morceau d'écusson qui dépasse de sa manche. Ses doigts se crispent sur son casque. Est-ce que ce patch est authentique ? Demande-t-il, la voix presque couverte par le brouhaha du hangar. Elara ne lève pas les yeux. Elle continue d'assembler un composant. Après quelques secondes, elle hoche simplement la tête. Le changement dans le regard du major est immédiat. Sa posture se redresse, son ton devient plus mesuré. « Escadron Serdor ? Vous étiez Serdor ?» Elle garde le silence. Impossible. Tous les opérateurs Serdor ont été déclarés portés disparus après Carivan. Cette fois, Elara s'interrompt. Elle le regarde droit dans les yeux. Un regard lourd, chargé de quelque chose qu'aucune technicienne ordinaire ne pourrait porter. Branner se tait presque instinctivement. « Je serai discret », murmure-t-il avant de s'éloigner. Tout au long de la journée, l'atmosphère change subtilement. Branner parle à voix basse avec d'autres officiers. Des groupes se forment dans les coins, jetant de rapides coups d'œil vers Elara. Certains vétérans comprennent immédiatement ce que ce patch représente. D'autres n'ont aucune idée, mais sentent que quelque chose de sérieux se joue. Le capitaine Callen remarque ce manège. De son poste d'observation, il voit un colonel qu'il ne connaît pas franchir les portes, accompagné de 2 hommes en uniforme sans insigne. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il à un lieutenant. « Cette femme », répond l'autre en désignant Elara, « celle qui nettoie le corsaire. Elle porte un patch Serdor. » Callen fronce les sourcils. « Une unité Serdor ? Ça n'existe pas ?» Le lieutenant le fixe. C'est l'unité la plus classifiée de toute l'histoire des opérations spéciales, des fantômes. Ils allaient là où même les forces Delta n'osaient pas. Callen se renfrogne. Ridicule, c'est juste une technicienne. Mais le lieutenant ajoute, si c'est bien ce que je crois, alors elle n'est pas juste une technicienne. C'est une ombre revenue à la vie. L'assurance du capitaine vacille. Il commence à se souvenir de tous les mois où il l'a ignorée, voire méprisée, alors qu'elle n'avait jamais commis la moindre erreur. En fin d'après-midi, un silence inhabituel plane sur le hangar. Les conversations se font plus basses, les regards convergent toujours vers Elara. Un groupe de jeunes mécaniciens, habituellement bruyants, reste droit comme des piquets lorsqu'elle passe près d'eux pour récupérer un outil. C'est alors que la haute silhouette du colonel Adrien Mercer apparaît dans l'embrasure des portes. Officiellement, il était là pour une inspection. Officieusement, personne ne croit à cette excuse. Ses yeux cherchent immédiatement Elara. Les discussions s'arrêtent comme par réflexe. Mercer observe longuement l'écusson sur son bras, puis murmure quelques mots à son aide qui part aussitôt en hâte. Quelques minutes plus tard, 3 officiers du renseignement militaire entrent. Ils discutent brièvement avec Mercer, puis prennent position près des sorties. Leur allure est différente. Pas des soldats ordinaires, des chasseurs. L'atmosphère se tend encore. Les hommes et femmes du hangar s'écartent inconsciemment du corsaire, laissant un large espace autour de l'appareil et de la technicienne. Le major Branner rejoint Mercer. « Monsieur, c'est vraiment elle ?» demande-t-il à voix basse. « Nous vérifions. » Le Pentagone épluche les dossiers classifiés. Si c'est confirmé, ça change tout pour l'opération Tempête de Sable. Branner jette un regard vers Elara. Si elle est bien celle que ce patch désigne, alors elle devrait diriger cette base, pas entretenir nos hélicoptères. Mercer ne sourit pas. Si elle est bien celle-là, Major, il y a probablement une bonne raison pour laquelle elle ne le fait pas. Elara termine la remise en état du canon M230. Ses gestes sont toujours précis, mais son corps porte désormais une tension subtile. Elle se redresse complètement, abandonnant la posture légèrement voûtée qui la rendait invisible. L'aide du colonel revient en courant, visiblement essoufflé, et souffle quelques mots à l'oreille de Mercer. Le visage du colonel se fige, ses yeux s'écarquillent légèrement. Il s'avance alors vers Elara. Le hangar devient totalement silencieux. Même le bruit des appareils sur le tarmac semble s'éteindre. « Lieutenant-colonel Véran », dit-il d'une voix claire. « Le Pentagone a confirmé votre identité il y a 21 minutes. » Des murmures parcourent la pièce. Les plus jeunes ouvrent de grands yeux. Les mécaniciens qui se moquaient d'elle quelques heures plus tôt sont sidérés. Callen, lui, pâlit. « Escadron Serdor. »
Opération Protocole Minuit. 7 missions confirmées en zone fantôme sur 3 continents. 3 médailles d'honneur du Congrès classifiées sous directive présidentielle. Unique survivante de l'incident de Carivan. À chaque phrase, l'air se fait plus lourd. Certains vétérans échangent des regards entendus. Un sergent-major, au fond, se met presque au garde à vous avant de se raviser. « Vous étiez déclarée morte il y a 5 ans, madame », reprend Mercer. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Et Lara parle pour la première fois devant tout le monde. Sa voix est grave, légèrement rauque, comme peu habituée à servir. Parce qu'une femme morte n'a pas de questions à répondre, et j'avais besoin de silence. Elle balaye la salle du regard. Et de temps pour trouver qui a trahi mon équipe. Le colonel Mercer fronce les sourcils. Votre équipe a été prise en embuscade pendant une extraction. Les renseignements ont conclu à une fuite interne au sein de Serdor. Et Lara secoue la tête. Pas à l'intérieur de Serdor, ici même. Un murmure inquiet traverse les rangs. Cette base n'existait pas il y a 5 ans, objecte Mercer. Non, admet Elara, mais 60% de votre personnel vient de la base unifiée d'Ardent Bay, là où tout a commencé. Elle fait quelques pas vers le Corsair. Puis-je demande-t-elle en désignant la console de navigation. Mercer hésite, puis hoche la tête. Elara saisit les commandes et entre une série de codes qu'aucun simple technicien ne devrait connaître. L'écran s'allume, affichant une carte complexe où s'entrecroisent mouvements de troupes et schémas de communication. Depuis 7 mois, je trace des transmissions cryptées passant par les systèmes de sentinelles. Quelqu'un ici transmet des plans de vol et des données opérationnelles à une société militaire privée, Obsidian Shade. Branner intervient. Obsidian Shade, ce sont des contractuels de sécurité pour des missions diplomatiques. Et Lara le coupe. Et des trafiquants qui vendent nos technologies militaires à des États hostiles. Elle continue, sa voix prenant un ton plus dur. Mon équipe a découvert leur réseau lors d'une mission de surveillance de routine à Carivan. Quand nous avons eu assez de preuves pour les exposer, ils nous ont éliminés. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Le hangar s'emplit d'une agitation contenue. Mercer et les officiers se penchent sur l'écran tandis qu'Elara désigne les correspondances entre les transmissions et des opérations compromises. Un officier du renseignement demande « Comment avez-vous survécu à Carivan ?» Elle baisse les yeux un instant. « J'ai été séparé du groupe dès le premier contact. J'ai combattu 3 jours pour rejoindre la zone d'extraction. Quand je suis arrivé, il ne restait plus rien. Un silence lourd tombe sur l'assemblée. J'ai passé 2 ans à traquer Obsidian Shade dans l'ombre. Quand j'ai remonté leur fil jusqu'ici, j'ai demandé ma mutation comme technicienne. Profil bas, accès au système et tout le temps nécessaire pour observer. » Mercer pointe l'hélicoptère. « Et ce Corsair ? Pourquoi cet appareil en particulier ? Parce qu'il a été équipé du prototype du système de visée Hawkeye, développé avec la participation d'Obsidian Shade. Je l'ai modifié pour intercepter et décrypter leur communication. » Elle retire l'écusson de sa manche et le regarde longuement. Le noir et l'or absorbent la lumière. Elle le tend à Branner. « La mission n'est pas terminée. Ils savent où je suis ? » « Qui ils ?» demande Mercer, bien qu'ils connaissent probablement déjà la réponse. « Les mêmes qui ont tué mon équipe. Ils me cherchent depuis 5 ans, et maintenant, ils m'ont trouvé. » À cet instant, une détonation résonne au loin. Les alarmes de la base hurlent. « Périmètre nord !» annonce Mercer. « Tout le monde à vos postes de combat. Ce n'est pas un exercice. » Le hangar se transforme en champ de bataille organisé. Les officiers crient des ordres. Les soldats se dispersent pour prendre position. Et Lara reste calme, observant la scène comme quelqu'un qui a déjà vécu bien pire. Branner revient vers elle. « Attaque pendant le changement de garde, classique Obsidian, ils vont viser ce hangar. » « Évidemment, le Corsair contient la preuve qui les condamnera, » répond-elle. « Combien d'hommes ?» demande Branner. « 20 opérateurs au moins, anciens forces spéciales, équipement lourd. » Branner soupire. « Avec tout le respect, madame, un seul membre de Serdor et quelques soutiens ne tiendront pas longtemps face à eux. » Et Lara esquisse un sourire. « Je sais. » Elle ouvre le double fond de sa caisse à outils, en sort un pistolet compact et un couteau de combat. « C'est pour ça que nous ne serons plus ici quand ils arriveront. » La nuit tombe sur Sentinelle. Et Lara, désormais au centre de toutes les attentions, organise les préparatifs. Plus de dos voûtés, plus de regards fuyants. La femme invisible est devenue le point de convergence de la base. Les ordres fusent, précis et concis. Le masque d'ordinaire a disparu. La guerrière est de retour, l'aube suivante peint le ciel d'or et d'ambre. Et Lara se tient sur la piste, observant les corsaires se préparer au décollage. Elle porte désormais une tenue de combat complète.
Le patch noir et or est bien en évidence sur son épaule. Durant la nuit, après l'attaque initiale sur le périmètre, Obsidian s'est replié. Les renseignements estiment qu'ils reviendront à la première lumière avec des renforts. Le capitaine Callen approche mal à l'aise. Il s'arrête à quelques pas. « Je ne savais pas ?» commence-t-il. « Vous n'étiez pas censé savoir » coupe-t-elle calmement. Il cherche ses mots. « Je vous ai traité comme si je n'existais pas » termine-t-elle. C'était exactement ce qu'il fallait. Callen baisse la tête. « Que puis-je faire ?» Elle le jauge un instant. Vos équipes de maintenance vous respectent. J'ai besoin d'elles au meilleur de leur forme. Chaque appareil en état de vol est un avantage. Vous les aurez, madame. Il se détourne avec un nouveau sérieux dans son pas. Elara observe le capitaine Callen s'éloigner, puis reporte son attention sur la ligne de vol. Les techniciens effectuent les dernières vérifications sur les hélicoptères. Le major Branner arrive, équipé pour le combat. Sur son épaule, un nouvel écusson a été cousu. La serre d'or en signe de soutien. Elara remarque le geste mais ne dit rien. « L'appareil est prêt, colonel », annonce-t-il. Il hésite un instant avant d'ajouter « Après Carivan, j'ai volé 3 missions d'extraction à la recherche de survivants serre d'or. Nous n'avons jamais trouvé personne. » Elara incline légèrement la tête. « Vous n'étiez pas censé me trouver, mais je vous remercie d'avoir essayé. » Le grondement de véhicules approche. Un Humvee s'arrête brusquement à proximité. Et le colonel Mercer en descend, suivi de son équipe du renseignement. Les satellites confirment plusieurs équipes d'assaut convergeant sur notre position. Annonce-t-il, son ton grave. 15 minutes avant contact. Nous avons 2 corsaires prêts au décollage, 2 autres en préparation. Un seul suffira, répond Elara en désignant le corsaire sur lequel elle travaille depuis des mois. C'est notre billet de sortie. Mercer fronce les sourcils. Sortie. Le Pentagone nous ordonne de tenir la position jusqu'à l'arrivée des renforts. Elara le fixe droit dans les yeux. Les renforts n'arriveront pas à temps. Obsidian est trop bien connecté. Le seul moyen de mettre fin à tout ça, c'est de livrer ces données directement au commandement central. Mercer hésite, puis finit par demander « Que vous faut-il » Dans le centre de commandement, Elara affiche sur l'écran principal la carte satellite. Des points rouges se déplacent dans le désert, encerclant lentement la base. Obsidian Shade infiltre les contrats gouvernementaux depuis des décennies. Mon équipe a découvert qu'ils vendaient des technologies classifiées à des États hostiles. Quand on a eu assez de preuves, ils ont frappé. Un officier s'avance. « Pourquoi ne pas avoir contacté le commandement après votre survie ?» Elara serre la mâchoire. « Parce que je ne savais pas jusqu'où l'infiltration allait. Alors j'ai disparu, pris les postes les plus anodins, observé. 3 mois plus tôt, j'ai reconnu un de leurs agents ici même. J'ai demandé ma mutation sur la maintenance du corsaire. Branner comprend soudain. Vous saviez qu'il viendrait. Elle hoche la tête. Le système Hawkeye contient la pièce finale du puzzle. J'ai utilisé leur propre clé de chiffrement contre eux. Elle déploie un schéma du système. Hawkeye n'est pas qu'un viseur. C'est la plateforme de collecte de données la plus avancée jamais installée sur un hélicoptère de combat. Une explosion retentit. Plus proche cette fois. Des morceaux de poussière tombent du plafond. « Ils sont là », dit simplement Elara. Le centre s'anime. Les ordres fusent. Mercer coordonne les défenses, tandis qu'Elara charge son arme et se tourne vers Branner. « On doit atteindre le corsaire maintenant ». Les deux se précipitent dans les couloirs. À l'extérieur, la base est déjà en feu croisé. Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus des bâtiments touchés. Les unités de défense ripostent, mais l'ennemi avance vite. Le hangar est sous protection d'un groupe de Marines en position. « Situation ?» demande Elara. « Brèche sur le mur sud. Il se dirige vers nous » répond le chef d'escouade. « Tenez jusqu'à ce qu'on décolle. Après, repliez-vous vers la position secondaire. » Les Marines acquiescèrent. Elara monte à bord du corsaire. Branner s'installe aux commandes. « Vous vous souvenez comment on vole en mission de combat, colonel ?» demande-t-il. Elara esquisse un léger sourire. « Certaines choses ne s'oublient pas. » Les turbines rugissent. Derrière les vitres blindées, Elara aperçoit les Marines resserrer leurs lignes. Branner appelle la tour. Ici Spectre 1, demande autorisation de décollage immédiat. Autorisé Spectre 1, bonne chasse, répond la radio. L'hélicoptère s'élève, quittant le sol avec fluidité. En contrebas, l'assaut s'intensifie. L'ennemi a atteint les bâtiments périphériques, engageant un combat rapproché avec les défenseurs. Depuis les airs, Elara évalue rapidement la situation. 50 combattants au moins, bien équipés. Ils ne sont pas venus pour discuter, constate Branner. Ils veulent Hawkeye, corrige Elara.
Ma mort ne serait qu'un bonus. Des voyants rouges clignotent sur la console. Verrouillage missile solaire, annonce Branner avec calme. Il déclenche les contre-mesures. L'appareil vire brusquement, tandis que des leurres lumineux s'éjectent sous le fuselage. Le missile s'en détourne et explose à distance. Et Lara pointe l'écran radar. Contact en approche par l'est, 2 hélicoptères non marqués. Branner serre la mâchoire. Soutien aérien d'Obsidian. On ne les fuira pas, répliquait Lara en activant le système d'armement. On les élimine. Le corsaire pivote pour faire face. À travers le viseur, Elara verrouille le premier appareil ennemi. Spectre 1 à base, engage aéronef hostile. Mission principale poursuivie après neutralisation. Reçu, Spectre 1, renfort dans 30 minutes, confirme la voix de Mercer. On sera rentré avant, promettait Lara. La confirmation de verrouillage retentit. Feu, ordonne-t-elle. Les missiles quittent leur rail dans un hurlement filant vers leur cible. L'hélicoptère ennemi tente une manœuvre d'évitement, en vain. L'explosion illumine le ciel. Le second appareil se replie aussitôt. Branner jette un coup d'œil à Elara. Ils reviendront avec plus de monde. Elle acquiesce. Alors on n'a pas une seconde à perdre. Elara active la séquence spéciale qu'elle a intégrée au système Hawkeye au fil des mois. L'écran se remplit de flux de données cryptées, captées et stockées depuis longtemps. Cap sur le commandement central, ordonne-t-elle. Le corsaire prend de la vitesse, filant vers le soleil levant. Elle jette un dernier coup d'œil vers Sentinelle. En contrebas, la bataille continue. Les unités de défense tiennent tant bien que mal. La base se bat, mais Lara sait que le véritable champ de bataille n'est pas ici. Il est dans les fichiers qu'elle transporte. Des années de preuves. La clé pour détruire tout le réseau Obsidian Shade. 5 ans à me cacher, souffle-t-elle en vérifiant ses systèmes. Ça s'arrête aujourd'hui. Le patch noir et or sur son épaule reflète brièvement la lumière. Symbole d'une unité officiellement disparue, portée par une femme que le monde croyait morte. Branner garde les yeux sur l'horizon. Vous savez qu'ils ne vont pas nous lâcher. Je sais, répond Elara. Mais cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Les instruments signalent une activité sur les fréquences ennemies. Elara sourit légèrement. Ils viennent de comprendre que Hawkeye les a trahis. Au sol, Mercer coordonne la défense, sa voix tendue sur les communications. Spectre 1, ici Sentinelle, nous subissons une nouvelle vague au nord et à l'est. Les renforts sont encore à 20 minutes. Tenez bon, colonel, répond Elara. Quand on reviendra, ce sera pour terminer ce qu'on a commencé. Le corsaire traverse les couches d'air plus froides, laissant derrière lui un sillage presque invisible. Sur l'écran, les flux cryptés se déverrouillent un à un grâce aux clés que l'escadron Serdor avait arrachées à Obsidian des années plus tôt. Chaque décryptage révèle des noms, des lieux, des transactions secrètes. Branner jette un coup d'œil à la console. « Vous avez vraiment tout prévu. J'ai eu 5 ans pour ça », rétorquait Lara. Sa voix est calme, mais son regard est fixé droit devant, comme si elle pouvait déjà voir la fin de cette chasse. Un signal radar clignote, de nouveaux contacts, à grande vitesse. Ils reviennent, constate Branner. Elara ajuste sa ceinture et verrouille son casque. Alors, on termine ce qu'on a commencé. Les mains de Branner serrent les commandes. L'appareil se prépare à manœuvrer. Le soleil illumine le cockpit, baignant leur visage d'une lumière dorée. Dans cet instant suspendu, tout est clair. Il n'y aura plus de fuite, plus de dissimulation. Elara Veyran n'est plus un fantôme. Elle est redevenue une combattante, avec un but, une cible et un ennemi à abattre. Au loin, les 2 silhouettes sombres grandissent. Hawkeye verrouille déjà leur signature thermique, et Lara pose une main ferme sur l'épaule de Branner. Pour l'escadron, pour ceux qui ne sont jamais revenus, les missiles s'arment. Le compte à rebours du tir s'affiche. Quoi qu'il arrive ensuite, cette mission ne se terminera pas dans l'ombre. Cette fois, le monde saura. Et quand l'explosion retentira dans le ciel du désert, il restera le souvenir d'une vérité simple. Parfois, ceux qu'on ne voit pas portent le poids le plus lourd. Et lorsqu'ils choisissent de revenir, rien ne peut les arrêter,